Roerich, bonjour. Bonjour Quentin. Parlez-moi s'il vous plaît d'une affaire d'héritage qui vous passionne, qui vous a passionné et qui passionne les Français, peut-être. On peut, je pense, à brûle pour point comme ça, Johnny Hallyday, parce que le Français, par essence en général, n'était pas forcément fan de la réserve héréditaire, c'est-à-dire que pour lui, on pouvait donner son héritage à qui on voulait, et Johnny Hallyday, finalement, a fait aimer aux Français la réserve, parce que si j'ai bien compris, beaucoup de Français étaient choqués par le fait de savoir que Johnny Hallyday avait créé un trust et que ses enfants, notamment, je crois que c'est David et Laetitia, ont été exclus de l'héritage. Donc il y a un côté un peu surprenant. Laura, pardon. Oui. Bravo, vous connaissez bien. Un truc surprenant. Surprenant, donc c'est vrai qu'en France, on ne peut pas déshériter un enfant, mais comme Johnny Hallyday vivait à l'étranger, il a pu, grâce à ce trust, déshériter un enfant, ses enfants. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec aujourd'hui devant moi un généalogiste, Guillaume Roerich, patron de l'entreprise Couteau. Roerich, donc merci pour cette question cette réponse qui est un magnifique préambule, une affaire d'héritage. À peu près, ça dure combien de temps de régler un héritage? Parce qu'il n'y a jamais aucun héritage simple, si je lis entre les lignes de ce que vous venez de me dire. L'héritage, par essence, c'est pas moi qui le règle, c'est les notaires. Après, les notaires font appel à nous dans 2% des dossiers, dès qu'il y a un problème, pour retrouver des héritiers. Et lorsqu'on est amené à retrouver des héritiers, en moyenne, un héritage va durer quasiment 2 ans, 1 an pour retrouver tous les héritiers, et quasiment 1 an pour liquider tous les biens immobiliers et les biens mobiliers, c'est-à-dire les appartements, les tableaux, les bijoux et autres, s'il y en a. Parce que vous, donc, Guillaume Roerich, vous êtes il y a des chasseurs de tête qui cherchent des talents pour les entreprises. Vous êtes un chasseur d'héritiers, donc 2% des cas, les cas critiques, on peut dire, les notaires font appel à vous, en gros, c'est ça? Dès qu'ils ont un doute, ou dès qu'ils connaissent pas forcément tous les héritiers. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'on est chasseur d'héritiers, on ne tue pas les gens, donc on est là pour les trouver, on les traque pas, et on est vraiment plutôt des Pères Noël. On annonce des bonnes nouvelles à des héritiers, c'est-à-dire que quand on va voir les gens toute l'année, donc on dit qu'on est même des Pères Noël des 4 saisons, on va voir des gens pour leur annoncer qu'ils vont hériter d'un lointain cousin. Donc ils ne sont pas tristes, les gens sont contents de nous voir arriver. Vous êtes une sorte de Française des jeux quelque part, mais vraiment encore plus surprenant, parce que quand on joue, a priori, on sait qu'on gagne, on sait qu'on peut gagner. Voilà. Pour gagner, il faut avoir joué, alors que nous, pour gagner, il faut être uniquement naître. Donc c'est un peu différent du loto, mais c'est comme le loto, c'est de l'argent qui est tombé du ciel. Alors ces 2% de cas dont vous parlez, typiquement, est-ce que vous pouvez me citer des cas d'école? Un notaire nous appelle, nous dit voilà, j'ai devant moi une veuve, elle m'explique que son mari était marié plusieurs fois et elle a eu des enfants avec son mari et que des différents précédents mariages, il n'y a pas eu d'enfants. Et le notaire va nous demander de vérifier si les dires, entre guillemets, le témoignage de la veuve est bien le bon, et on va vérifier s'il n'y a pas eu d'enfants des précédents mariages. Et très souvent, il y a des nouvelles surprenantes. On découvre que le mari n'a pas été celui qu'on pouvait penser. On peut découvrir 2, 3, 4, 5 enfants en plus. Ou alors, on découvre de lointains cousins, quelqu'un qui est décédé sans apparemment d'héritier. Le notaire nous dit, voilà, le monsieur n'avait pas de famille proche, et on va retrouver des cousins jusqu'au 6e degré. Comment ça évolue ça avec le temps? Parce que on y reviendra, mais c'est une entreprise familiale, vous connaissez donc ce métier de généalogiste, vous le connaissez par cœur. Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'héritiers, d'ailleurs, avec le temps? Et est-ce qu'il y a de plus en plus, là vous me disiez 2%, est-ce que vous avez de plus en plus de cas? Est-ce que on fait de plus en plus appel à vous, finalement? C'est exponentiel. J'espère que je ne fais pas mon âge. La société a 130 ans. Il y a 130 ans, on faisait rarement appel à nous. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on vivait tous au même endroit. Un Breton, naissait en Bretagne, se marie avec une Bretonne, il n'y avait pas de mésalliance, entre guillemets, on bougeait pas. Maintenant, on se marie plus. Deuxièmement, lorsqu'on veut avoir des enfants, avant, il y avait un passage obligé qui s'appelait le mariage. Donc c'était il y a 40 ans, on se mariait, on couchait entre guillemets ensemble, on avait un bébé. Maintenant, on a d'abord un enfant. Après, on a donc un enfant, ce qu'on appelle naturel, qu'on va reconnaître. Et certains vont se paxer et quelques, entre guillemets, rares personnes vont se marier. Donc l'évolution des mœurs fait que de plus en plus, les familles sont totalement différentes. Elles sont pas uniques, elles sont plurielles. Et donc les conséquences font qu'on doit faire de plus en plus appel à nous. Je vais donner un exemple tout bête. Il y a un siècle, on était tout petits. Et maintenant, dans notre société, on est plus de 300. Et si on ajoute à cela donc 300 personnes, on reparlera du recrutement justement, Guillaume Roerich, il y a aussi là-dedans le phénomène de la mondialisation, c'est-à-dire on se marie plus, vous l'avez dit, mais surtout un Français ne reste pas dans son village breton, il va être amené à faire des voyages, à passer des années dans un pays, revenir en France, repartir, et tout ça ajoute du mystère parfois. Ça, c'est formidable. Et de la complexité pour vous et vos équipes. Nous, de toute manière, ce qu'on fait, c'est que du complexe.
Dès qu'un notaire nous appelle, c'est que des cas particuliers et complexes, et on ne sait pas faire. Après, effectivement, avant, notre terrain de jeu, c'était que la France. Maintenant, un dossier sur 4, on sort de l'Hexagone, et selon nos projections, d'ici 2030, dans un dossier sur 2, on ira aussi à l'étranger, et en 2040, dans chaque dossier, on aura un élément d'extranéité, donc on sera amené à voyager tout le temps. Donc il y a un sujet d'internationalisation qui est colossal. Ouais. Je donne un exemple, on a 33 bureaux en France, on en a 12 à l'étranger. À l'heure actuelle, notre développement ne va se faire qu'à l'international. J'étais la semaine dernière en Allemagne, je vais la semaine prochaine en Angleterre. Voilà, on suit l'évolution et la migration des Français. Est-ce que c'est ça justement votre patte à vous? Vous disiez la société à 130 ans, vous faites un peu plus jeune tout de même. Votre patte à vous dans l'entreprise familiale justement, c'est cette internationalisation ou c'est autre chose? La patte, oui, mais suffisamment, je ne fais que suivre l'évolution de la famille. Ce que vous avez choisi vous, disons plutôt, votre empreinte à vous personnelle. Mon empreinte, c'est plus à la rigueur un management plus proche de mes collaborateurs. Avant, c'était plus pyramidal et la société actuelle ne veut plus ça. Et donc, c'est sûr qu'avec mes collaborateurs, il y a un rapport qui est très direct. Et je dirais on fait un tout. Et j'aime bien dire que très souvent, c'est pas la société, ce n'est pas moi, c'est mes 330 collaborateurs. Et j'aime à dire très souvent que le principal capital chez nous, c'est le capital humain. C'est la force d'une société comme la nôtre, familiale, c'est ceux qui la composent. Vos bureaux, donc avec vos 300 collaborateurs, sont à Paris, donc boulevard Saint-Germain. Est-ce qu'il y a une raison à cet emplacement? Alors c'est parce que le fondateur Amédée Couteau l'avait créé là, mais on n'est pas tous boulevard Saint-Germain. On a 33 bureaux en France. Ouais. À Paris, on est 115, je crois, et tout le reste est éclaté entre la France et l'Europe. Entendu. Et donc la France et l'Europe, donc les bureaux, ça veut dire que vous en ouvrez aussi dans d'autres pays? Ah ben on est à Rome, là je vais à Rome dans peu de temps, on est à Milan, on est à Turin, on est à Barcelone, Madrid, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une culture peut-être pas, mais une culture de l'héritage en France, des clichés qui collent à cette notion d'héritage qui ne sont pas les mêmes qu'en Italie justement ou en Allemagne? Est-ce que la notion d'héritage et l'idée qu'on s'en fait, on parlait tout à l'heure de Johnny, ça fait fantasmer certaines personnes, ça choque d'autres. Est-ce que dans tous les pays, l'héritage est chose de touchy, entre guillemets? Alors, c'est pas entre les Italiens et nous, c'est plus entre les anglo-saxons et le reste du monde, et l'Europe. Les anglo-saxons, pour eux, il n'y a pas de notion de transmettre un héritage. En clair, aux États-Unis, en Angleterre, on peut très bien faire un testament et tout léguer à une œuvre caritative ou à son voisin. En France, c'est impossible. Donc en France, on aime transmettre. Ce qu'a fait Bill Gates, je crois. Ouais. Bill Gates a fait ça. Je crois qu'il a légué que 10 millions de dollars à ses enfants et tout le reste va revenir à des œuvres caritatives. En France, ce n'est pas possible. Donc en France, le but est de transmettre un héritage à ses héritiers. Aux États-Unis, pas du tout. On crée un patrimoine et après on en fait ce qu'on veut. On a une vraie liberté. Est-ce que, Guillaume Reurig, grâce ou à cause de la technologie, du web, des réseaux sociaux, ça complexifie votre métier ou ça, au contraire, ça vous arrange? Parce qu'on pourrait penser que avec toute cette data, toutes ces preuves de vie, toutes ces données, eh bien, c'est plus facile pour enquêter, quelque part. Ça vous donne des indices, mais peut-être parfois factices. Ça, c'est un vrai fantasme, vous avez raison. Très souvent, on me pose la question, on me dit, alors, ChatGPT, comment ça a marché? Facebook, et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par essence, les dossiers qu'on ouvre, les questions qui s'ouvrent avec nous, le défunt est un marginal. Et donc, sa famille, je vais pas taper le nom du défunt sur Internet avec marqué quels sont les héritiers de monsieur X ou de monsieur Y. Ça n'apparaîtra pas. Deuxièmement, il y a aussi RGPD qui protège les données. Et tant mieux pour nous, pour les citoyens que nous sommes tous, c'est nos données publiques, nos données personnelles ne sont pas accessibles au grand public. Tout ce qui a moins de 75 ans en France est confidentiel. Donc, fort heureusement, ChatGPT et autres ne peut pas, à l'heure actuelle, vous retrouver grâce à ça. Donc, en revanche, ce qui est tout à fait honnête, dans certains dossiers, lorsqu'on est amené à retrouver des noms ce qu'on appelle pas chargés, pas beaucoup portés, effectivement, on peut très bien taper sur LinkedIn ou sur ailleurs le nom et arriver à localiser la personne, mais c'est vraiment au bout du bout, puisque nous, par essence, quand on fait appel à nous, on ne sait pas qui sont les héritiers. Donc, à la fin, effectivement, peut-être qu'on va pouvoir réussir grâce à ça. Mais disons qu'on peut penser quand même que une affaire complexe, elles sont toujours complexes, vos affaires, vous m'avez dit, mais d'un monsieur qui s'appelle Dupont, ça va être plus complexe qu'un monsieur qui porte un nom à consonance, je sais pas, d'une contrée polonaise, un nom qui n'est pas du tout porté, quoi. Il est certain que plus le nom est porté, plus c'est compliqué parce que c'est pas un métier dans lequel tout n'est pas informatisé. Donc, de temps en temps, on fait ce qu'on appelle des battues, c'est-à-dire qu'on va regarder toutes les naissances dans les mairies, dans les arrondissements, on va passer des heures et des heures. Si le nom est moins porté, ça va être beaucoup plus rapide. Donc, c'est sûr que dès le départ, on sait si le dossier va être plus ou moins facile pour nous. Dès le départ. Et donc un dossier en moyenne, vous m'avez dit tout à l'heure, combien? Quasiment un an pour faire des recherches. Quasiment un an de recherche et ensuite ça va très vite.
Et après, il y a le règlement de la succession. Le notaire, c'est lui qui va gérer, c'est lui qui instrumente, c'est son travail. Quand il y a un bien immobilier, c'est sûr que c'est plus facile à vendre que à Paris, que si d'un coup vous avez une maison à vendre à Bourges. C'est sûr que vendre une maison à Bourges, c'est peut-être moins simple, c'est moins liquide qu'à Paris. Donc, tout dépend un peu de là où se trouvent les actifs. Est-ce que Guillaume Reurig, vous me disiez tout à l'heure en préambule que vous étiez un peu le Père Noël, sauf que le Père Noël, chacun sait qu'il arrive le 25 décembre ou 24 au soir. Vous, ça peut être à n'importe quel moment. Est-ce que vous avez un souvenir d'une anecdote où vous êtes arrivé chez quelqu'un pour annoncer un héritage et il y a eu une réaction particulière? Extraordinaire. Même encore à la chair de poule, il y a quelques semaines, il y a deux mois pour être précis, je suis allé voir une femme de 95 ans dans son EHPAD avec toute sa tête. On était accompagnés même, le notaire était venu avec nous, et je lui ai annoncé qu'elle allait hériter d'une somme très très importante. Et on voulait pas la vexer. Je me suis dit, est-ce qu'elle va comprendre que c'est en euros? Et donc on m'a dit, voilà, madame, vous allez hériter de 10 millions d'euros. Et là, elle a explosé de rire en me disant, je fais un beau cadeau au président de la République parce que je vais payer beaucoup de droits de succession. Et donc j'ai trouvé qu'elle avait toute sa tête, elle était heureuse, et elle m'a dit peut-être que grâce à ça, je vais pouvoir sortir de mon EHPAD et mettre dans une résidence un peu plus, entre guillemets, haut de gamme et finir mes jours ailleurs. Donc vous voyez, on distribue un peu du confort pour elle, et j'espère pouvoir en bénéficier. Guillaume Reurig, il nous reste une grosse minute. 330 collaborateurs, qui sont-ils? Quel talent vous recrutez? Vous cherchez des détectives privés, des généalogistes comme vous? Quel genre de skills vous recherchez pour ce métier très particulier? Alors déjà, c'est une drogue. Ouais. On le voit, il n'y a pas de turnover chez nous. Les gens qui rentrent chez nous, on rentre un peu en religion, ils ne bougent pas. D'accord. Donc ça, c'est assez agréable. C'est un métier qu'on fait par passion. Donc les chercheurs d'héritiers, en général, il y a tous les profils. On a une académie chez nous, on forme les gens. Il y a des gens qui n'ont que leur bac, mais en général, il y a des historiens, il y a des diplômés notaires, des diplômés avocats, il y a un peu de tout. En revanche, sur le côté liquidation de la succession, lorsqu'on va vendre les biens immobiliers, accompagner nos clients, il n'y a pas de secret, on ne prend que des gens diplômés notaires. Donc il y a un peu tous les profils. En clair, c'est une question de feeling. Il faut avoir le fluide ou pas le fluide. Comme on dit à l'armée, il y a ceux qui percutent et qui ne percutent pas. Donc notre DRH est très aguerri et on va très vite. On va très vite, et très peu d'erreurs de casting, du coup. Ça peut arriver, comme en matière de RH, celui qui ne se trompe pas est quelqu'un qui est un peu présomptueux. Il faut se tromper de temps en temps. Guillaume Reurig, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour les talks décideurs du Figaro. Je vous souhaite de bonnes chasses d'héritage. Merci Quentin, à bientôt.